Laurent, ça va bien? Ça va bien et toi, Célia? Ça va super bien. Donc, avant de commencer, on voulait préciser quelque chose. Nous sommes deux étudiantes en enseignement primaire et préscolaire, chose qu'on n'avait pas dit la dernière fois. Et aujourd'hui, le sujet du podcast, on va parler des différentes pédagogies qui existent, des différents styles d'école. Et ce qui est super intéressant, c'est que Célia et moi n'avons pas eu du tout le même parcours scolaire et n'avons pas été dans le même style d'école, n'avons pas suivi la même pédagogie. Donc, on a un peu des visions différentes sur la chose, ce qui rend nos discussions d'autant plus intéressantes. Exact. Donc, on va commencer en expliquant un peu c'est quoi une pédagogie alternative, les écoles alternatives. Au Québec, il y a 3 types de pédagogie trois, je dirais plus 4 qui sont plus populaires. La première, c'est les écoles Montessori, vraiment populaires aussi. Vraiment populaires. Ensuite, il y a les écoles Waldorf, les écoles à pédagogie Freinet et il y a les écoles entrepreneuriales. Ils font des projets entrepreneuriales ou à projet. Donc ça, c'est 4 types d'écoles, on pourrait dire, qui sont alternatives. Oui, qui sont différentes. Là. Donc, on a le public, le privé et l'alternatif qui offrent 4, ici au Québec, pédagogies différentes. Oui, bien, dans le fond, des fois, les écoles alternatives sont privées, mais ils peuvent aussi être publiques. Ça dépend. Des fois, ça change. Puis, il existe des écoles alternatives qui vont suivre aucune de ces 4 pédagogies-là. Je pense justement à l'école Gadebois à Montréal, qui est une école alternative, mais qui ne s'associe pas nécessairement à Montessori ou à Freinet ou à Waldorf. Mais quand même, si on veut suivre un programme comme précis dans une école alternative, c'est une de ces 4 pédagogies-là. Exact. Okay. Donc, pour expliquer, en gros, c'est quoi? La pédagogie Waldorf, ça a été créé par Rudolf Steiner. C'est ta préférée, c'est ça? En 1919, en Allemagne. Et dans le fond, lui, c'est un philosophe qui avait pour but de créer des humains équilibrés, des beaux humains, des humains qui sont équilibrés autant dans le mental que dans leur corps, que dans tous les aspects de leur être. OK. Et c'est ça. Il y a plein de particularités qu'on va aborder au fil du podcast. Comme ça va être moins redondant que tout dire maintenant. Mais en gros, c'est une école qui garde la même enseignante ou le même enseignant tout au long de son parcours et qui fonctionne beaucoup par projet et par bloc de matière. On pourra en parler un peu plus loin tantôt. Mais veux-tu peut-être expliquer un petit peu plus tout de suite qu'est-ce que tu veux dire par bloc de matière? Oui. Des blocs de matière, c'est parce que tu sais que dans la vie de tous les jours, en enseignement, c'est français, maths, univers social. Tu sais, c'est tout. On sépare les périodes. On sépare les périodes. 1 heure pour chaque période. Mais là, dans la pédagogie Waldorf, c'est comme des blocs de 3 à 6 semaines, je pense. OK. Exemple, 4 semaines on fait juste des mathématiques en avant-midi. L'après-midi, je pense que c'est plus les matières comme travaux manuels et eurythmie et d'autres... Ben, veux-tu nous parler de ça? Parce que là, tu mentionnes qu'il y a des matières additionnelles que celles qu'on retrouve au public lorsqu'on est dans les écoles Waldorf. Eurythmie, peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est? Oui. Mais dans le fond, moi, je me suis questionnée parce que, tu sais, je suis allée dans une école Waldorf, mais je comprenais pas tout ce qui se passait quand j'étais là. J'étais une enfant. Puis là, je me suis demandé comment ils font pour entrer des matières de plus dans un programme qui est déjà très chargé, on le sait. Puis là, ce que j'ai compris en faisant des recherches, c'est que ils peuvent jouer avec les matières des spécialistes. OK. Tu sais, on sait que c'est comme une décision école, le nombre de périodes d'éducation physique, d'anglais, d'art plastique, musique. Donc là, ils pouvaient vraiment jouer avec ça. Admettons, à la place d'avoir 4 périodes d'éducation physique, il y avait 2 périodes d'éducation physique et 2 périodes de rythmie dans une semaine. OK. Et l'eurythmie étant? L'eurythmie, c'est un art du corps, on peut dire. Pour qu'on puisse mieux visualiser, ça peut ressembler à de la danse rythmée. Okay. Il y a de la musique, dans le fond, puis on bouge tout le monde ensemble, en groupe, pour faire des formes. Et chaque son a un mouvement. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que, tu sais, je suis allée faire des recherches, puis j'ai vraiment compris un peu c'est quoi qu'il y avait derrière ça. Mais l'idée pédagogique, l'idée pédagogique. C'est sûr que ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment relié aux mathématiques. Exemple, les formes géométriques. Les élèves peuvent se placer en groupe, formes géométriques. Mais puisque l'école Waldorf valorise beaucoup les compétences socio-émotionnelles, c'est vraiment de comme prendre en compte le groupe autour de toi. Parce que les élèves, ils doivent bouger tous ensemble, donc ils doivent être conscients des autres autour d'eux, ils doivent être conscients de eux-mêmes, de leur corps dans l'espace, et ils doivent être conscients des autres.
c'est un peu c'est de la coopération. On pourrait peut-être dire que ça ressemble aux compétences transversales. Les compétences, exact. Petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas au courant, là, dans le programme du public, le programme gouvernemental, on a des compétences dans chacune des matières qu'il faut venir développer chez nos élèves, en français, en mathématiques, en sciences. Et on a aussi des compétences transversales, qui sont des compétences qu'on doit venir développer chez les élèves au travers de tout ça. Okay? Donc, au travers des projets, on veut les faire travailler en équipe. Ça va être la compétence transversale coopérer. Il y a une compétence transversale de communiquer. Qui se tient à part du français. Puis, ça me fait un petit peu réfléchir à ça. Je trouve qu'il y a un parallèle peut-être entre les deux. Ouais. Une petite similitude. Oui. Exact. Oui, vraiment, ça travaille comme plein de choses. Peut-être pas exactement des choses précises dans la PDA, mais quand même des compétences sociales. Et oui, aussi, ça me fait penser aussi un peu au théâtre, surtout dans l'année passée qu'on a fait du théâtre. On avait fait une activité, on se déplaçait dans la classe, on devait faire un personnage grand ou un personnage petit. Est-ce que tu étais en théâtre? Oui, donc c'est un cours qu'on avait, là, un cours à l'université. D'art dramatique, parce que même si l'art dramatique, c'est une matière qui est dite une matière liée à un spécialiste, donc il y a des écoles qui vont faire le choix d'avoir un spécialiste ou un enseignant en art dramatique. Il y a aussi des écoles qui font pas ce choix-là, qui choisissent d'avoir un spécialiste en art plastique, par exemple, et l'enseignant titulaire peut donc prendre ce rôle-là, devenir enseignant d'art dramatique. Alors, dans notre formation, ici à l'université, on a eu un cours pour nous apprendre un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité, comment est-ce qu'on peut développer les compétences d'art dramatique. Puis, justement, on avait un atelier où il fallait travailler le corps. Le corps, tu sais, se déplacer dans l'espace, s'enfoncer dans tout le monde, puis prendre, tu sais, je crois que l'utilité de ça, c'était pour montrer aux enfants que, exemple, un enfant super introverti, que tu peux être autre chose. Tu peux sortir de cette carapace-là, ou pour les enfants plus comme qui prennent beaucoup de place, qui peuvent aussi être, tu sais, comme, c'est juste pour montrer que tu peux être autre chose que qu'est-ce que tu es en ce moment. Tu peux être ce que tu veux, dans le fond. Okay. C'est la liberté de mouvement puis d'exprimer ses émotions à travers le mouvement. OK, je comprends. Je pense que c'est ça. Donc là, on enchaîne. Ouais, on enchaîne parce que l'objectif, dans le fond, c'est que tu nous parlais qu'il y a des matières additionnelles supplémentaires qui s'ajoutent dans la pédagogie Waldorf. Puis là, on a fait une petite parenthèse sur le rythme pour comprendre qu'est-ce que c'était. Exactement. Il y a aussi les travaux manuels. En gros, c'est du tricot, du crochet, de la couture. Et si je continue avec la pédagogie Waldorf, c'est aussi des écoles où il n'y a pas de cahier, pas de manuel, aucun cahier. Mais ça, c'est ce que je trouve tellement intéressant parce que on parle souvent de ça, les cahiers. Je sais que la majorité des enseignants et enseignantes dans le réseau public, j'ai vu dans mes stages, dans mes suppléances, travaillent énormément avec les cahiers. C'est mathématiques, OK, parfait, je me fie à mon cahier, je vais suivre les pages, aller faire les exercices. Ouais. Comment ça fonctionne quand tu n'as pas de cahier comme référentiel? Je sais que vous créez vos cahiers? Oui, c'est seulement des pages blanches. Dans le fond, je pense qu'on a un cahier de pages blanches, puis épaisses pour pouvoir dessiner dessus pour chaque... c'est pas séparé par matière, mais je pense que c'est séparé autrement. Mais par ça, chaque je pourrais projet, par chaque bloc. C'est ça, je pourrais pas m'avancer sur ça. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, on va construire nos notes dans le cahier avec l'enseignante à travers des histoires, des contes et des expérimentations. OK. Et je voulais juste ajouter une petite chose qui est vraiment, imagine-toi que l'enseignante doit suivre les élèves à chaque niveau. Donc, imagine-toi qu'elle doit s'adapter à chaque niveau sans avoir de cahier, comment ça doit être difficile. Je voulais juste souligner ça, comme j'ai aucune idée comment ils font, les profs. J'ai aucune idée. Déjà qu'on trouve ça difficile en début de carrière, c'est comme si tu faisais un début de carrière 6 années de suite. C'est comme... impossible. Là, j'ai une question pour toi aussi parce que j'ai une de mes amies, justement, avec qui je fais mon mémoire, a fait son stage 3 dans une école à pédagogie Waldorf et elle me disait que ça chantait beaucoup. Donc, dans chacune des transitions, il y avait des comptines spécifiques et que tous les élèves, même en 4e année, chantaient pour faire leur transition, pour les différentes étapes de la journée, puis qu'elle avait vraiment trouvé ça formidable. Est-ce que tu as vécu ça, toi, en tant qu'élève à l'école Waldorf? Oui, bien, c'est sûr que ça fait longtemps et mes souvenirs sont plutôt flous, mais oui, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de chants le matin, le soir dans les transitions. Oui, je me rappelle. Et ça, il y a un aspect pédagogique là-dedans parce que justement, l'élève intègre vraiment ce qu'il est supposé de faire parce qu'il le dit dans sa comptine, il le chante. Alors, c'est très difficile pour lui de se désorganiser, de commencer à déranger les autres quand il est déjà occupé de base à chanter et à chanter ce qu'il doit faire. Je trouvais quand même ça super intéressant quand elle l'a raconté. C'est quelque chose que j'aimerais, en fait, expérimenter dans mes prochains stages. Le chant, la poésie, c'est vraiment important dans cette pédagogie-là. OK. Donc,
C'est ça pour On Waldorf. peut conclure pour Waldorf. Ouais. Ensuite, il y a la pédagogie Montessori. Qui est quand même plus connue, Ouais. je pense, que Waldorf. La pédagogie Montessori, ça a été créé par Maria Montessori en 1907. Et c'est non seulement une pédagogie, mais aussi comme une manière de faire, une manière de vivre que même les parents utilisent à la maison avec leurs enfants. Ou c'est un peu une manière d'élever ton enfant ou une manière d'éduquer ton enfant. J'en connais vraiment moins sur ça. Mhm. Ce que je comprends, c'est que ça valorise beaucoup l'autonomie de l'élève et que l'enseignant, on va parler au féminin, l'enseignante est pas considérée comme un guide, mais plutôt comme une personne qui va être là pour soutenir l'élève. L'élève va vraiment prendre les initiatives d'aller travailler la matière qu'il veut. Par contre, il y a des choses à faire, là. Mais ça, c'est parce qu'il y a un petit risque quand même là-dedans. Mais c'est qu'il va choisir le moment. OK. Il est encadré quand même, mais je pense que c'est ça que je comprends, c'est qu'il va choisir le moment. Tu sais, ils ont des choses à faire, exemple, dans une semaine, je pense qu'ils choisissent le moment auquel ils vont plus... Le moment... OK. Ouais, le moment où ils vont travailler du français ou des maths ou... Puis, si je me trompe pas, là, tu me diras, mais je crois que aussi la pédagogie Montessori travaille beaucoup dans le, on peut dire, pratico-pratique. Donc, par exemple, ils vont avoir, au lieu d'avoir un jouet d'une petite cuisinière au préscolaire, ils vont avoir une vraie cuisinière. Ils vont avoir une vraie bouilloire. Ils vont avoir des vrais outils pour que l'élève apprenne dans un environnement qui est le plus possible similaire à la réalité. Oui, exact. C'est ce que j'avais lu. Puis j'ai une amie qui a travaillé dans une école Montessori. Je lui ai parlé hier justement pour me renseigner un petit peu. Mais qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'elle était au préscolaire justement au Montessori. Puis elle trouvait que ça limitait l'imagination des élèves. Parce qu'on parle beaucoup justement quand on apprend sur le préscolaire à quel point le jeu symbolique c'est important de pouvoir prendre une feuille de papier et imaginer que c'est je sais pas, une feuille d'arbre ou que c'est un contrat, une contravention, n'importe quoi, de prendre un bloc de bois, d'imaginer que c'est une baguette magique, que c'est peu importe. Oui. C'est vraiment important pour le développement de l'enfant, le développement de son cerveau, de sa créativité. Puis, elle disait qu'elle avait remarqué justement au préscolaire, dans cette école-là, que les élèves étaient moins développés côté imagination parce qu'ils ne devaient pas prendre un objet ordinaire de tous les jours et y trouver un sens. Ce qui était quand même intéressant. Oui, vraiment intéressant. Mais ça me fait penser aussi au fait, ça me rappelle un souvenir de l'école Waldorf, du fait qu'il n'y avait aucun dessin, tu sais, imprimé avec des lignes déjà faites pour colorier à l'intérieur, 0, 0, 0. Puis c'est vraiment, on devait tout colorier de A à Z. Puis ça me fait penser, quand je fais de la suppléance, puis que, exemple, j'ai pas de dessin imprimé, je dis aux élèves, mais tu peux faire un dessin sur une feuille blanche. Puis là, ils sont comme, mais non, je suis pas capable. C'est ça, ils n'ont pas développé. C'est fou ils n'ont pas développé comme leur confiance en eux d'essayer quelque chose. Là. C'est vraiment juste une question d'habitude, c'est une question de pratique. Puis ça, c'est quelque chose que t'es très créative comme personne. Peut-être que ça vient du fait justement que t'étais dans une école primaire qui stimulait beaucoup la créativité, puis qui te mettait pas dans des contraintes de lignes. Peut-être. Mais là, j'ai quand même parlé avec plusieurs personnes qui sont allées dans l'école Waldorf. Okay. Puis je pense pas que c'est à cause de l'école Waldorf que je suis devenue une personne quand même artistique, créative. Okay. Parce qu'il y a un gars dans ma classe qui m'a dit qu'il était allé à l'école Waldorf, puis c'est comme 100% dans sa tête, 100% intellectuel, 100% cartésien. Fait, je pense que ça dépend juste de la personne. Mais c'est vrai que si tu as une tendance, si tu es intéressé, ça peut juste te pousser vers les choses qui t'intéressent plus, si l'art, ça t'intéresse plus, par exemple. OK, je comprends. Donc, Montessori, c'est aussi beaucoup sur l'autonomisation de l'enfant, si je comprends bien. Oui. Okay. Ce que je comprends, c'était aussi dans les actions de la vie de tous les jours, s'habiller, se déshabiller tout seul, se laver les mains, se faire à manger. C'est comme... Je pense que le but général, c'est de créer un être humain comme responsable de ses actions, responsable de lui-même. Donc, je pense qu'en gros, c'est ça l'idée. Ça ressemble quand même beaucoup à un travail qui devrait être fait à la maison. Oui, c'est vrai. Par contre, je comprends pourquoi c'est interrelié. Et je pense qu'au préscolaire, c'est quand même je pense que ça fait quand même partie du programme. Je comprends le préscolaire, mais j'essaie d'imaginer, par exemple, au 3e cycle, 5e, 6e année, j'ai de la misère à concevoir ça ressemblerait à quoi. Puis j'ai lu, parce que tu sais, c'est quand même, les pédagogies alternatives sont controversées, tous les programmes sont controversés, là, peu importe lequel. Puis je suis allée lire justement sur Montessori, puis il y a des parents qui témoignaient dans le fond que leur enfant avait été à cette école-là, et parce qu'il n'y avait pas un cadre très rigoureux, il avait pris beaucoup de retard, parce que justement, il était un peu libre de faire qu'est-ce qu'il voulait, quand il voulait. Et là, il réalisait que leur
leur enfant, là, rendu à 9-10 ans, ne connaissait pas des bases, elle avait environ 1 an et demi, 2 ans de retard scolaire. Donc, peut-être que ça ne fonctionne pas avec tous les types d'enfants. Tu sais, moi, je suis d'avis qu'un encadrement rigoureux est important, mais oui, ça c'est intéressant. Je savais pas. Je trouve ça vraiment intéressant que tu me partages ça. Mais oui, une autre chose que je voulais dire sur la pédagogie Montessori, c'est que c'est des groupes d'âge mixtes. OK. Ce que j'ai compris, c'est que c'est 0 à 3 ans. Après, c'est 3 ans à 6 ans et 6 ans à 12 ans. Wow. Et le but de ça, c'est l'entraide et de s'apprendre des choses mutuellement. OK. Donc, je sais qu'ils visent beaucoup sur la collaboration, sur l'entraide et tout. Donc, je pense qu'on a fait le tour de Montessori. Freinet, tu disais? Oui, exactement. Donc, ensuite, il y a la pédagogie Freinet. Ça non plus, je connais vraiment pas. Je pense que c'est celle que je connais le moins. Mais je sais que ça a été fondé par Célestin Freinet en 1920 en France. Et j'ai écouté un petit documentaire hier pour essayer de savoir un peu plus de quoi je vais parler. Et c'était un enregistrement audio de cette personne-là, Célestin Freinet, qui disait que lui, quand il est revenu de la guerre de 14-18, quand il est revenu de la guerre de 1914-1918, dans le fond, il pouvait plus parler. J'ai pas trop compris pourquoi il pouvait plus parler. Peut-être un choc post-traumatique, quelque chose comme ça. Mais ça l'a poussé à trouver des manières de rendre les élèves plus autonomes dans leur apprentissage. Et c'est toute partie de ça. Et c'est ça, dans le fond, il ne pouvait plus faire d'enseignement magistral devant la classe, d'enseigner. Donc, il a dû trouver un enseignant à la base, oui, c'est ça? C'était un enseignant. Il a dû aller à la guerre. Il est revenu. Il ne pouvait plus parler. Donc, il a dû trouver comme des méthodes alternatives. Et il a trouvé ça, finalement, super bon. Il a continué à faire ça. Puis, c'est devenu une plus grosse pédagogie. Donc, c'est ça. C'est une belle histoire de création. Mais aujourd'hui, cette pédagogie-là ressemble à quoi? Est-ce qu'on a une idée ou pas? Je sais plus vraiment, mais je trouve que c'est comme un mélange de Montessori et de Waldorf. Okay. Ça valorise beaucoup l'autonomie. Il y a de l'enseignement à l'extérieur. Ouais. Okay. Je pense que c'est pas mal ça. Et la 4e que tu parlais, c'était? C'est la pédagogie par projet, pédagogie entrepreneuriale. Mais ça, j'en connais vraiment pas beaucoup là-dessus. Je sais que ça existe. Je pense que ça ressemble peut-être un peu à ce qui se passe à les collectifs à Sherbrooke, puis dans différentes peut-être écoles alternatives qui ne s'associent pas à une pédagogie populaire telle que Waldorf ou Montessori. Dans le fond, c'est juste le concept de travailler par projet. Je pense que c'est ce que la majorité des écoles alternatives font. Et tu t'y connais quand même beaucoup sur juste le concept de travailler par projet. Oui, je pense qu'ils travaillent par projet, comme on a vu vendre des savons, tout le processus de faire des savons. Je pense que c'est dans cet aspect-là de créer les savons de A à Z. Tu vas travailler les sciences, le français, les mathématiques, l'art, tu sais, l'emballage. En tout cas, tout c'est de passer la matière dans une thématique de projet entrepreneurial pour les élèves. Donc, que les élèves ils ont le goût de faire des savons, parfait. OK, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des savons? On va devoir faire des mélanges. Sciences. On va devoir calculer les prix, les quantités, maths. On va devoir faire des publicités, des affiches, vendre nos savons français. Donc, tu prends le projet et tu intègres les matières à partir du projet au lieu de faire comme on fait dans le programme régulier qu'on apprend à l'université et qu'on voit dans les écoles publiques, de prendre une matière et d'après ça, trouver un projet qui va s'agencer avec le savoir qu'on a le goût d'enseigner dans cette matière-là et là, de séparer un peu les projets par matière. Oui, exact. Mais je trouve personnellement que les universités sont en train de prendre une autre voie en ce moment, puisqu'on a un cours sur l'interdisciplinarité qui est, dans le fond, de faire des projets concrets en intégrant plusieurs matières. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Ouais. Et on a des cours de ça. Ça veut dire que l'école publique, là, ça s'en va vers ça. Là. Il y a eu quand même une grande évolution dans l'école publique dans les derniers 40 ans. Je dirais dans les derniers 40 ans, ça a été plus intense. Puis là, on a une vague émergente d'idéologies alternatives qui s'insèrent soit à l'interdisciplinarité, mais il n'y a pas juste ça, il y a les classes flexibles aussi. Classes flexibles étant, au lieu d'avoir ton bureau avec tes choses et ta place dans la classe, soit en randonnion 2x2 ou en îlot, c'est
différentes tables, différentes chaises et l'élève choisit à tous les jours où il veut s'asseoir et peut changer de place à tout moment. Juste ça, c'est un peu un aspect de l'alternatif. Montessori, je sais qu'ils n'ont pas de place dans leurs écoles. C'est des ateliers, tu te promènes, tu te mets où tu veux, dans la classe que tu veux. Donc, on voit qu'il y a certaines idées qui viennent s'intégrer au programme public et même qu'on nous enseigne à l'université maintenant, là. Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant de voir que des aspects des écoles alternatives qu'on voit depuis 1907, 1920, 1919 sont des choses qu'on commence à intégrer à, à l'éducation publique en 2024. Je trouve que c'est quand même drôle. C'est long à faire. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des points négatifs à tout aussi. Puis je pense que si c'est pas un changement qui a été fait plus tôt, c'est parce qu'il y a aussi plusieurs personnes qui se penchaient sur les points négatifs de ces pédagogies-là. Mais je pense que avant de faire un changement aussi dans la formation universitaire et dans un programme qui est gouvernemental, il faut des recherches à l'appui. C'est vrai. Donc, ça prend du temps. Puis là, tant mieux s'il y a des recherches qui viennent prouver que c'est bénéfique pour les élèves. Oui, exact. OK, bien super, on peut commencer les questions. Oui, bien sûr. Puis, mettre en contexte, là, moi, toute ma vie, j'étais dans des écoles privées. Donc, c'est sûr que j'ai pas du tout vécu la classe flexible. J'ai pas du tout vécu les aspects, je dirais, autonomes des pédagogies alternatives parce que j'ai rentré dans des endroits où le cadre était très rigoureux, était très serré. Je trouve ça intéressant aujourd'hui d'apprendre ces pédagogies-là, même si j'ai eu une très, très belle expérience scolaire personnellement à être dans un milieu qui était peut-être plus strict, on peut dire, et qui supporte aussi très bien le développement de l'enfant à sa manière. Donc, c'est intéressant de venir comparer un petit peu les deux. Oui, c'est ça. Le but des questions, un peu, c'était de comparer une personne qui a une expérience au primaire dans une école alternative et une personne qui a une expérience dans une école régulière. Tout à fait. Donc, la première question, ça dit « Quels aspects de la pédagogie Waldorf sont valorisés dans notre bac? » T'en as un petit peu parlé, t'en connais plus que moi. Oui, dans le fond, ce que je voulais souligner avec ça, c'est l'interdisciplinarité, la différenciation, l'enseignement en plein air. On a des conférences sur l'enseignement en plein air et c'est vraiment quelque chose qu'on faisait dans la pédagogie Waldorf. Donc, je trouvais ça intéressant de voir ces aspects-là qu'on retrouve dans la pédagogie Waldorf. Il faut noter que c'est dans notre expérience de bac. Le programme change dans notre université l'an prochain et les programmes sont différents d'une université à l'autre. Je connais des amis qui sont, par exemple, à McGill et qu'elles choisissent leur cours. Donc, selon les choix qu'ils font, ils vont peut-être voir de ces concepts-là ou les verront pas. Mais nous, on a eu la chance d'avoir un enseignement par rapport à ces aspects et surtout d'avoir une enseignante, une prof universitaire qui a été enseignante dans une école Montessori. Donc, qui a aussi un bagage là-dedans. C'est sûr que ça l'a poussé un petit peu la manière dont elle nous a appris les choses. Exact. Je sais aussi qu'il y a seulement 2 universités, je crois, au Québec qui offrent un cours obligatoire, je pense, sur l'interdisciplinarité, dont la nôtre. Donc je trouvais ça vraiment le fun. La majorité des enseignants ne pourraient jamais avoir reçu ces... Oui, non, c'est ça. Exact. OK, on va piger une autre question. Ben oui, c'est rapide. D'accord. Avez-vous senti que votre école vous a préparé pour le monde réel? Ça, c'est intéressant parce qu'on parle de Montessori, par exemple, là, en disant « Ah, c'est vraiment là pour le concret, il n'y a pas de jouet de cuisine, il y a une vraie cuisine, on veut rendre l'enfant autonome parce que dans sa vie, plus tard, il va être autonome. » Mais malgré ça, dans mon expérience personnelle, je trouve que mon école primaire et secondaire m'ont formée pour le monde réel, même s'ils ne suivaient pas du tout cette pédagogie-là. Et j'étais dans une école qui était quand même très axée sur la performance, très axée sur le travail. Puis, je pense que ça m'a inculqué justement certaines valeurs, certaines méthodes qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Donc, je pense que oui, j'ai été très, très bien formée pour le monde réel. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir mis l'accent sur la performance, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es un adulte qui se met de la pression pour performer? Bien, je veux dire, je suis encore dans un milieu scolaire, donc c'est sûr que oui, personnellement, mon milieu scolaire a influencé un peu ma vision de la note de l'évaluation. Mais chose qu'on va parler dans un autre podcast, on va en avoir beaucoup à dire sur l'évaluation. Je fais mon mémoire là-dessus, justement, donc exact. Les faits vont pas arrêter de couler, mais c'est sûr que oui. Je pense que dans mon école, j'ai des enseignants qui étaient très terre-à-terre et qui étaient beaucoup axés justement à faire des liens entre qu'est-ce qu'on nous apprenait et
à quoi ça allait nous servir plus tard. Bon, peut-être que ça a mis beaucoup de pression, mais on nous parlait beaucoup du futur, de notre avenir, de notre futur métier. Donc, souvent, quand on nous apprenait des choses, on faisait des liens avec, ben là, vous allez avoir votre compte de banque plus tard, c'est vraiment important. Si vous faites ça dans la vie, c'est super important. Donc, je trouve que j'ai quand même été bien encadrée de ce côté-là, même si on m'apprenait pas à faire la cuisine, même si on m'apprenait pas ces autres compétences-là. Je comprends. Mais c'est sûr que ça dépend comment on comprend la question, comment on perçoit la question sur le papier. Tu sais, est-ce que ça te prépare au monde réel? Ça dépend qu'est-ce que tu perçois pour le monde réel. C'est sûr que si tu perçois, est-ce que l'enfant va être capable de se faire à manger? Est-ce que l'enfant va être capable de s'occuper de lui-même? Est-ce que l'enfant va être capable de nommer ses émotions? Est-ce que l'enfant va être capable d'exprimer ses émotions? Ça, c'est un peu la vie réelle, je trouve aussi. Et moi, je trouve que l'école Waldorf m'a quand même bien préparée à ça. Pour les autres aspects, je pourrais pas dire, tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais quelque chose qu'on reproche à l'école Waldorf, c'est que quand tu arrives au secondaire dans une école régulière, il y en a qui disent que les élèves sont pas préparés à être dans une école régulière. Parce qu'ils ont été comme dans un autre monde. Ben, tu sais, moi, je parle pour moi, mon expérience à moi. Je me suis adaptée comme tout le monde, puis je trouve pas qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, je suis rendue à l'université aujourd'hui, tout va bien. Mon parcours scolaire a bien été, puis je pense que j'étais, exemple, une personne qui avait de la difficulté en mathématiques, mais j'aurais été une personne avec des difficultés en mathématiques dans une école régulière aussi. Et il y avait de l'orthopédagogie dans l'école Waldorf comme dans les autres écoles. Donc, il y avait quand même ces aspects-là. Puis je trouve ça intéressant parce que tu parles de... dans ton école, vous avez appris à bien exprimer ses émotions, à comprendre ces aspects-là, à bien s'exprimer. Puis j'ai l'impression que même si c'était pas des compétences qui étaient visées par l'école dans laquelle j'ai été, l'école m'a quand même aidé à les développer parce que en travaillant sur ma communication orale, en travaillant sur mon jugement, en travaillant sur mon esprit critique, j'étais capable après ça de transférer ces acquis-là dans des aspects plus sociaux, affectifs de ma vie personnelle. Donc, même si, oui, on m'apprenait pas à parler de mes émotions à l'école, on m'apprenait à bien exprimer, puis on m'apprenait à bien réfléchir. Donc, j'étais capable par la suite de faire ces liens-là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Oui. La pensée critique, c'est important. C'est très important. OK. La prochaine question serait, y a-t-il des valeurs que vos écoles primaires vous ont inculquées? Si tu veux, je peux commencer. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a des valeurs associées particulièrement aux écoles Waldorf? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de valeurs. Je dirais la communauté ou la coopération. Vraiment, je pense que ces écoles-là, ils créent comme une communauté d'entraide parce que les parents sont vraiment beaucoup impliqués. Ils viennent souvent en classe aider, accompagner dans les activités. Tu sais, on fait du jardinage, on fait des sorties. Donc, ouais, les parents, tu sais, sont souvent là, impliqués dans toutes les activités et j'ai l'impression que oui, je pense que c'est ça. Dans le fond, la coopération, la communauté, cette valeur-là. Ouais, tu peux en dire une autre? J'ai réfléchi en attendant. Oui, mais tu vois, j'essaie de réfléchir aux valeurs que mon école m'aurait inculquées, puis je veux pas aller dans trop gros de stéréotypes de dire le travail bien fait. Mais je pense que au-delà de ça, c'est le respect qui en ressort parce que, oui, quand tu as un cadre très hiérarchique d'autorité, tes enseignants, c'est pas Florence, là, c'est Madame Couture, veux pas, ça instaure quand même un climat de respect, puis je pense qu'il y a beaucoup d'emphase qui était mis là-dessus, particulièrement dans mon école de 5e, 6e année, là, mon école que j'ai faite parce que j'ai fait 2 écoles primaires différentes. Donc, je pense que le respect était une des valeurs qui était très, très, très véhiculée dans cette école-là. Je te dirais qu'il n'y avait aucune tolérance pour aucun manque de respect, soit entre élèves ou envers des membres du personnel. Puis je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je ne tolère pas le manque de respect quand je suis dans les écoles. C'est une bonne chose. OK, super. Moi, je réfléchissais aussi en même temps de t'écouter et je pense que peut-être une autre valeur, ça serait la santé, mais dans le sens de la santé mentale, la santé physique, parce que il y avait beaucoup d'activités qui bougeaient. C'est comme indirectement, on nous faisait tout le temps bouger dans les activités ou s'exprimer à travers la chanson, la poésie, l'art, l'aquarelle, la sculpture. Donc, santé mentale, santé physique. J'ai l'impression qu'indirectement, on a vraiment apporté une importance à ça.
et la créativité aussi, mais je sais pas si c'est une valeur, par contre. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Je comprends ce que tu veux dire quand même. Ah, c'est très intéressant, ça. Ça me fait penser justement au fait que tu étais aussi polyvalente dans ce que tu faisais dans l'école. Je pense que c'est quelque chose que mon école, plus secondaire, par contre, m'a inculqué. Mais il y avait tellement d'activités parascolaires et il y avait beaucoup, beaucoup d'accent mis là-dessus. Donc, on encourageait l'implication, on encourageait l'engagement communautaire, mais autant le sport que l'art dramatique, que la comédie musicale, que la danse. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve que l'école a créé une belle culture d'activités parascolaires et, en tout cas, a inculqué chez moi l'envie, justement, de développer divers talents dans différentes sphères. Est-ce que ça t'a mené à prendre des cours particuliers sur quelque chose? Je sais pas. Aujourd'hui... Ou quand tu étais jeune ou aujourd'hui? Ben, je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses. Là. Donc, quand j'étais au secondaire, justement, là, je pense que c'est grâce à la culture de l'école. Je faisais du piano, je faisais de la danse, du théâtre, de la comédie musicale, de l'engagement communautaire, de l'entraide. Ben, c'est le fun que ça t'a poussé j'en faisais beaucoup. Essayer plein de choses. Mais je suis sûre que si j'avais été dans une autre école, j'aurais pas fait autant. Parce que l'école te guide, veux pas, dans un chemin. Puis cette école-là me guidait dans ce chemin-là. Donc, j'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que j'ai développé des compétences dans plein de choses que j'aurais pas développées dans une autre école qui, par exemple, fixait seulement sur « Ah, ici, on est une école de sport, vous devez faire du sport. » Ou ici, tu es dans le programme de musique, donc tu fais seulement de la musique. Ou ici, tu es dans le programme enrichi, donc fais rien d'autre, fais juste tes devoirs pour avoir des bonnes notes. Je trouvais que c'était beau quand même de voir tout ce qu'il offrait, là. C'est important pour un enfant qui est en développement de lui faire essayer plein de choses différentes. Parce que s'il n'est pas poussé à essayer des choses nécessairement, s'il ne voit pas l'affiche dans le corridor qui dit « Hey, il y a des essais pour le flag football cette année », ben il l'essayera pas. Peut-être qu'il ne développera pas des compétences, ne développera pas des talents qu'il aurait pu avoir. Oui, exactement. Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Je pense que c'est toi. OK, parfait. Quelles étaient les méthodes d'enseignement dans vos écoles primaires? Par méthode d'enseignement, qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être, par exemple, l'enseignement par atelier, par projet. Okay. Des manières d'enseigner. Ça peut être l'enseignement magistral. Dans le fond, c'est ça. Je me disais, on peut comparer en même temps pour voir c'est quoi nos expériences. Oui, tout à fait. Je pense que la majeure partie de l'enseignement que j'ai reçu au primaire était magistral. Donc, magistral étant l'enseignante devant la classe qui parle et qui enseigne une certaine matière. Par contre, j'ai quand même eu de la chance. Là. J'ai eu de l'enseignement... j'ai eu plusieurs, je dirais, des projets de recherche. Donc, pas des projets entrepreneuriaux, pas du tout. Mais des projets de recherche. Donc, voici votre sujet, faites vos recherches, développez un document qui l'explique, faites une présentation là-dessus, comme un peu, on pourrait dire, des groupes d'experts. Donc, tu sépares la classe en différentes équipes et tu dis, toi, tu deviens l'expert de ça et ensuite, tu l'enseignes au restant de la classe. Ça, j'ai beaucoup fait ça au primaire. Puis, on l'apprend justement à l'université, que c'est une belle méthode d'enseignement. Mais je dirais quand même majeure partie magistrale. Et c'est quelque chose qui fonctionnait quand même bien pour moi. Quoique, je reste kinesthésique comme apprenante, comme type d'apprenante. Et il y a une leçon dans toutes mes années du primaire que je me rappelle encore bien aujourd'hui, clairement dans ma tête. Et c'était justement une leçon que mon enseignante de 4e année nous avait tous fait lever dans la classe et fallait qu'on bouge, fallait qu'on danse. C'était pour comprendre les états liquides, solides, gazeux, là, mais fallait qu'on court dans la classe. Et ça, je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que justement, c'était pas du magistral, c'était différent, ça nous faisait bouger. Mais j'en ai pas eu beaucoup de ça. OK. Ben, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs. Puis là, je sais pas, mon esprit va dans tous les sens. Il y a des choses que j'ai déjà nommées, comme apprendre en expérimentant des choses réelles, comme construire un jardin. Tu sais, on a sciences-technologie. Il y avait aussi du tricot. Dans le tricot, on avait les mathématiques, beaucoup. Ah, c'est intéressant, ça. Dans les patrons, comprendre un patron de tricot. Il y a aussi le fait que les enseignements sont organisés avec les saisons. Il y a toujours une table de la nature dans les classes. Et c'est ça, il y a plusieurs choses de la nature qui représentent la saison sur la table. Et la saison va un peu influencer les activités, les thèmes abordés.
Il y a d'autres thèmes aussi abordés, comme la mythologie, des choses comme ça, mais ça, je me rappelle pas assez pour en parler. Mais je me rappelle des saisons vraiment... Donc, c'était beaucoup par thème. Oui. Par et par... C'était vraiment des activités, là, tu sais, dans le sens... Pas juste ça. On avait aussi de l'enseignement magistral. On avait aussi de l'enseignement magistral où on était assis, on apprenait. On faisait des dessins avec des petits textes à côté pour se souvenir de qu'est-ce qu'on apprenait. Mais c'était beaucoup dans le mouvement et beaucoup à l'extérieur. Et oui, par exemple... D'ailleurs, la pédagogie en nature, on va en parler un peu plus dans un autre épisode du podcast. Tu pourrais nous parler de tes expériences là-dedans. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'on pratiquait comme nos tables de multiplication en lançant des petits sacs de riz, je pense. Je sais plus. OK, c'est intéressant. Ouais, mais tu sais, du matériel. Bouger, du matériel. Ce qui est bon pour différents types d'apprenants. Tu sais, le magistral, c'est très, très bien pour ceux qui sont visuels, par exemple, qui voient au tableau qu'est-ce qui se passe, mais ou même auditif, et ils ont juste à écouter. Mais c'est beau de voir, tu sais, quand tu travailles aussi avec ton corps, là, ça vient peut-être toucher une plus grande majorité des élèves. J'ai pensé à quelque chose. Oui? J'ai pas nommé le fait que dans les écoles Waldorf, il n'y a pas de technologie. Donc... et ça, c'est un gros sujet, la technologie dans nos écoles, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, et c'est pas nécessairement positif. En tout cas, ça dépend, mais... Et moi, pendant mes stages, je me rends compte que j'ai tellement utilisé le tableau interactif, j'aurais de la misère à m'imaginer enseigner sans le tableau interactif parce que c'est le support visuel, mais quand tu as quelque chose, c'est difficile d'imaginer si tu l'avais pas, mais si tu l'avais jamais eu, tu te dirais j'en ai pas besoin de tableau interactif, tout va vraiment bien. C'est vrai. Mon école primaire non plus, là, c'était un tableau vert, on appelait ça le tableau noir, mais c'est un tableau vert avec une craie. J'allais dans une école qui était en grande partie anglophone, donc Blackboard, le tableau noir, puis on apprenait super bien avec ça, là. Il n'y avait même pas de projecteur. Rien. Et est-ce que vous utilisiez des ordinateurs? Non, pas du tout. Aucun? Toute le primaire? Oui, ben ça, ma première école. Quand je suis arrivée, dans le fond, 5e, 6e année, c'est que je suis entrée dans mon école secondaire qui commençait en 5e année. Donc, c'est comme un programme spécial. Dans le fond, c'est une école, à la base, une école secondaire, mais qui a ouvert des classes de 5e année pour des élèves qui veulent y entrer plus tôt. Mais mon autre école primaire, là, dans laquelle j'ai fait maternelle à 4e année, c'était comme ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas rien. Et est-ce que tu connais la raison? Je pense que c'était une école privée qui était sur le bord de la faillite, on peut dire. OK. Elle a fermé l'année que je suis partie, donc je pense que l'investissement dans les ordinateurs n'était pas une priorité. OK. Mais je sais pas s'il y avait une autre raison derrière celle-là. OK. Ben, je sais qu'à l'école Waldorf, c'était un choix conscient de ne pas avoir aucun écran, aucun ordinateur. Et je pense que la raison, c'était pour habituer l'enfant à... Parce qu'on sait que sur Internet, avec la technologie, l'information, tu as accès à l'information très rapidement. Tu sais, en quelques secondes, tu peux trouver quelque chose que tu cherches. Et je pense que l'intention derrière le fait de ne pas avoir d'ordinateur, c'était d'habituer les élèves à rechercher les informations, à chercher. Dans le fond, de ne pas être habitué à avoir la réponse tout de suite, mais d'expérimenter pour avoir la réponse ou de chercher vraiment pour fournir un effort. Ce qui n'est pas quelque chose de très facile. Mais non, mais c'est quelque chose qu'on n'est plus habitué du tout, là, vraiment, puis c'est tellement important. Ouais. J'adore ça. Merci d'avoir partagé ce point. Par contre, je sais qu'à partir de 14 ans, parce qu'il y a aussi des écoles Waldorf au secondaire, à partir de 14 ans, ils utilisent des ordinateurs parce que c'est quand même important de savoir utiliser un ordinateur. Oui, puis je veux dire, quand tu es rendu au secondaire ou sur des projets, il faut que ça aille plus rapidement. Puis si cet acquis-là de savoir rechercher, de savoir prendre le temps, ça s'apprend jeune. Donc, c'est correct, c'est quelque chose qui se passe seulement au primaire, puis rendu au secondaire, on peut intégrer les ordinateurs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aime beaucoup, 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 beaucoup l'idée. Ça fait sa place dans mon cerveau. La prochaine question. Selon vos deux expériences, avez-vous senti que la créativité et l'expression personnelle étaient valorisées? On en a un peu parlé. Toi, ça l'était beaucoup. Oui. Moi, j'ai pas senti que c'était brimé. Pour autant, là, je veux quand même le mentionner. Je pense que l'expression personnelle était très valorisée parce qu'on poussait beaucoup sur le développement justement de l'esprit critique. Qu'est-ce que tu en penses? Mais exprime-le bien. Travailler les arguments. Comment créer un argument qui n'est pas fallacieux, qui n'a pas d'entrave au dialogue, qui n'a pas de défaut. Donc, bien former sa pensée, c'est quelque chose que
sur laquelle on a mis beaucoup d'accent dans mon école primaire et secondaire. Donc, je sens que quand même, c'était valorisé. Puis, la créativité, veux pas, on avait des cours d'art plastique qui étaient formidables. Là. Donc, même si c'était pas dans toutes les matières, je sens pas qu'elle a été brimée pour autant. OK. Est-ce que tu trouves, ou est-ce que tu penses que c'était très intellectualisé dans ton cerveau et est-ce que des fois est-ce que vous faisiez référence à votre créativité intérieure dans le fond? Parce que là, tu me parles de pensée critique, de réfléchir dans la tête. Est-ce que des fois, il y avait des choses qui se passaient à quelque part d'autre que dans la tête, comme dans le cœur? Non. J'adore. Non, mais je veux dire, je pense que j'ai pu développer ça dans mes activités parascolaires parce que j'avais des comités. Puis justement, dans mon comité Entraide, c'était un comité dans lequel on avait des formations sur la relation d'aide, sur la prévention du suicide, sur comment bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre cœur, on peut dire. Et dans ces formations-là, j'ai appris beaucoup là-dessus, mais pas dans mon contexte en classe. OK. Super, c'est intéressant. C'était quoi la première partie de la question? C'était ça, c'est la créativité puis l'expression. OK, la créativité et l'expression. Et moi, je pense que j'ai déjà répondu, en fait. C'était vraiment valorisé comme la créativité et l'expression à travers plein de formes d'art. Donc, voilà. C'était mis de l'avant. Oui, vraiment, vraiment mis de l'avant. C'est comme la chose principale. Et toi, t'as trouvé ça bénéfique pour toi? Oui, vraiment, vraiment. Je dirais que dans les travaux d'équipe à l'université, mon travail, c'est les idées. J'ai des idées, là, chaque seconde. C'est parfait. Vraiment, chacun ses forces. Vraiment, super. vraiment, c'est ma force. Ça montre que ça se développe. Exact. Une autre question. Y a-t-il des expériences que vous voulez réinvestir dans votre future pratique enseignante? Des expériences que tu as vécues dans ton primaire, que tu aimerais peut-être réinvestir parce que tu trouves ça très enrichissant? Je pense que c'est difficile quand même comme question parce que le primaire, ça fait longtemps. Ouais. Puis, on se rappelle pas de tout ce qu'on a fait non plus. Par contre, ce que je me rappelle, ce qui m'a le plus marqué de mon primaire, justement, bon, il y avait l'aspect de mon enseignante qui nous faisait bouger pour nous apprendre certains concepts. C'est certain que je veux réinvestir ça parce que moi, c'est venu me chercher encore plus en tant qu'apprenante kinesthésique. Sinon, je pense que ce qui me marque le plus, c'est quand je pense au projet qui était hors de l'ordinaire qu'on a fait. Quand c'était c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait. Je me rappelle, dans un cours, on avait pris des cintres en métal. Et là, il avait fallu défaire le cintre pour créer des nouvelles figures, des nouvelles formes. Tu sais, c'était hors de l'ordinaire. Puis, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est dans quoi j'étais le plus engagée. Donc, peut-être de réinvestir des idées qui sonnent un peu éclectiques pour les élèves. Quelque chose que j'ai aimé et que je ferais, mais je comprends. à part de ça j'ai de la misère à réfléchir. C'est la motivation, je comprends. Ça revient à la motivation, oui. Toi? Moi, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on voit dans nos cours à l'université qui sont aussi dans la pédagogie Waldorf. Donc, faire bouger les élèves, évidemment, j'aimerais ça réinvestir. Le fait d'aller faire des enseignements dans la nature, on a déjà parlé aussi dans l'autre podcast. Le fait aussi de ne pas utiliser de cahier, par contre, pas pour toutes les matières. Okay. À voir parce que, tu sais, on sait qu'en début de carrière, on a besoin d'aide parce que c'est vraiment difficile. Je penserais vraiment pas que dans ma carrière, je fasse un enseignement pas de cahier avec toutes les matières. Je dirais peut-être deux matières à voir. Par exemple, tu voudrais faire avec ça? Ben là, pendant mon dernier stage, on n'avait pas de cahier en français et ça s'est très bien passé. Donc, c'est une matière dans laquelle tu devrais... oui, on n'avait pas de cahier aussi dans les autres matières comme l'art, les sciences. Ce qui est rare sûr. Quand même. Il n'y a jamais de cahier. Ouais. D'habitude, les cahiers, c'est univers social, maths, français. Ouais, on avait maths puis univers social. Ouais, exact. Puis ça s'est bien passé. Donc, ça, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a sûrement d'autres choses. Le tricot. Le tricot, ben passons un petit peu, là, il nous reste pas beaucoup de temps. On veut quand même faire un épisode plus court que le dernier. Mais tu faisais du tricot au primaire. Oui, mais j'en connais pas beaucoup sur ça, mais je sais qu'il y a plusieurs choses de la PDA, la progression des apprentissages, qu'on peut travailler à travers le tricot, dont les frises en art plastique, la géométrie en maths. Les frises étant aussi frises et dallage en géométrie, en maths. Oui, exactement. Des choses qui sont en maths et en art.
en technologie, le fait de comprendre le plan, mais il y avait aussi la motricité fine, parce qu'on apprend à tricoter dès la première année. Donc, on apprend à tricoter avant d'apprendre à écrire et à lire. Parce que, aussi, une chose que j'ai pas dit, c'est que les élèves apprennent à lire et écrire un peu plus tard que les écoles régulières, plus vers 7 ans, donc vers la fin de la première année, tandis que dans les écoles régulières, c'est plus vers 6 ans. OK. Tu as des choses à dire sur ça? Ben... on s'en est déjà un petit peu parlé backstage, mais moi, j'ai de la misère avec ça. Parce que on l'apprend beaucoup, il y a eu des recherches sur le développement de l'enfant, puis le cerveau d'un enfant, plus qu'il est jeune, plus que c'est une éponge, ça peut apprendre des langues tellement facilement autour de justement 4-5 ans. Moi, personnellement, j'ai appris l'anglais là, en 2-3 mois. J'étais bilingue parce que j'étais dans une école d'immersion et j'avais 5 ans. Avoir eu 10 ans, j'aurais trouvé ça beaucoup plus difficile puis je serais pas aussi bonne aujourd'hui. Donc, je me dis, il y a tellement un grand potentiel chez les enfants, il faut pas négliger ce potentiel-là et décider pour l'élève qui n'est pas prêt à apprendre certaines choses. Donc, moi, je suis vraiment pour commencer ces apprentissages-là, soit la lecture et l'écriture tôt, et instaurer ce... sans négliger le jeu, parce qu'on parle beaucoup du jeu. Ah, il faut que les enfants, à cet âge-là, ils puissent jouer. Faut qu'il y ait du plaisir. Faut pas qu'on les assoie pendant une journée. Je comprends, je suis d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que les apprentissages n'empêchent pas non plus le développement de la pensée symbolique, le développement du jeu, de la créativité. Je pense que c'est super important de faire les deux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Bien, je trouve ça super intéressant. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que la philosophie de Rudolf Steiner dit. Ouais. Dans le fond, à la base, lui, c'est un philosophe, donc il voit la vie comme il le veut. Non. Mais dans le fond, selon sa philosophie et selon ses recherches, l'enfant ne fait que reproduire ce qu'il voit jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, il ne comprend pas vraiment, il fait juste reproduire, selon sa philosophie. Et on sait que chaque enfant se développe à son rythme. Là, on l'a vu à l'université. Et c'est ça. Ça dit de, dans le fond, commencer à lire et écrire concrètement. Mais avant, ils sont quand même exposés aux lettres, aux mots, dans les histoires, dans les comptines, dans plein de choses. Ils font aussi des lettres avec leur corps, en eurythmie. Tu sais, comme, ils sont exposés à ça, mais concrètement, comme vraiment faire l'action d'écrire et lire, je pense que c'est plus vers 7 ans. Par contre, ils priorisent vraiment le fait de suivre le rythme de l'enfant. Donc, si l'enfant il est déjà prêt à lire en maternelle, là, il peut lire, là, on ne va pas l'empêcher. Là. Mais, puis, je sais que s'il y a certains élèves qui sont plus développés et qui veulent apprendre à lire et écrire, je sais que l'enseignante peut lui apporter du support pour qu'il puisse le faire. Par contre, en groupe, c'est un peu plus vers la fin de la première année. C'est ça, dans le fond, selon la philosophie de Steiner, c'est des cycles de 7 ans. Donc, le premier cycle finit à l'âge de 7 ans et le deuxième cycle à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, on commence à inclure la technologie. Donc, OK, je comprends. c'est ça marche par 7 ans. Et c'est peut-être, dans le fond, pour ça qu'on garde la même enseignante tout au long. Je sais que c'est pour mieux connaître ses élèves, s'adapter aux besoins et tout, mais peut-être que c'est aussi en lien avec ça. Je peux comprendre, mais je continue à croire que c'est important de pas niveler vers le bas les enfants, puis de les pousser quand sont de les pousser de manière raisonnable, là, quand leur zone proximale de développement est vraiment disponible aux apprentissages. Mais c'est tellement un sujet à débat partout dans le monde. Je sais que les pays scandinaves, leur système d'éducation, ils apprennent à lire et à écrire à 7 ans. Donc, à discuter, il y a des scientifiques et des professionnels qui en discutent déjà. C'est pas nous qui avons la réponse à la question. Exact. Ni la vérité absolue, d'ailleurs. J'aimerais ajouter un élément aussi. J'aimerais dire que les élèves dans les écoles Waldorf font aussi les examens du ministère comme tout le monde au même moment. Donc, c'est pour dire qu'ils ne sont pas du tout nivelés vers le bas, puisque ils font les mêmes examens que tout le monde. Et je suis rentrée au programme international à mon école secondaire, donc je pense pas avoir été nivelée vers le bas. Non, mais attention, là, c'est vraiment, vraiment pas une attaque du tout, en disant juste que j'ai peur qu'il y ait des élèves qui avaient justement un gros potentiel, ce potentiel-là, s'il n'est pas stimulé puis développé tôt, peut justement être perdu. Puis
pas perdu, mais ça va être plus difficile pour lui d'apprendre à 7 ans qu'il aurait pu apprendre à 4 ans la même matière. OK. Mais c'était pas de manière générale, l'école le nivelle vers le bas, pas du tout. Là, c'était spécifiquement par rapport à l'âge d'apprentissage de l'écriture. Parfait. On en a déjà parlé. OK. On peut passer à l'autre. Puis, donc, pour terminer, puis ça va peut-être être une petite ouverture au prochain épisode parce que ça parle des notes. Donc, quelles sont vos opinions sur l'importance de la conformité aux normes académiques et aux attentes au primaire? Donc, tu parles un peu des examens du ministère. Ça, c'est des normes. L'élève, à la fin de sa 4e année, doit être en mesure d'écrire un texte de tel nombre de mots, avec tel pourcentage d'erreurs, etc. C'est des normes qui sont établies par le gouvernement ici au Québec. Et ça, il veut pas, ça crée des attentes envers les élèves. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que je peux relire la question? Oui, j'ai besoin d'un mais support c'est visuel. vraiment une ouverture pour un prochain sujet parce qu'on va parler d'évaluation, on va parler de notes, on va parler de la culture de performance. Mais brièvement, on pourrait dire notre petite opinion là-dessus pour donner un avant-goût peut-être. C'est sûr que je pense que c'est important, les normes et les attentes, qu'il y ait des attentes précises. C'est sûr parce que sinon, comment on peut savoir s'il y a des acquis? Ben, tu sais, je sais pas vraiment. Je pense que j'ai pas assez de connaissances pour m'avancer sur ça. Par contre, je pense que c'est important pour uniformiser les apprentissages au Québec pour être sûr que tout le monde apprend ce qu'ils doivent apprendre pour leur vie future d'adulte. Je suis vraiment d'accord. Tu sais, je comprends tout à fait l'aspect des pédagogies de vouloir rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages, de suivre leur rythme, mais malgré ça, il faut qu'il y ait un cadre qui dit tu dois être rendu là à tel endroit ou évaluons t'es rendu où à tel endroit parce que sinon, moi je me connais en tant qu'enfant, là, si on m'avait pas mis un cadre, on m'avait pas poussé, j'aurais pas eu le goût de le faire. donc je pense qu'à un certain point, les normes sont importantes. Mais il ne faut pas que ça devienne maladif, il ne faut pas que ça mette de l'anxiété sur les élèves, il ne faut pas que ça mette du stress sur les élèves. Donc, c'est de la manière dont ces normes-là et ces attentes sont véhiculées, sont présentées, puis comment l'élève est encadré pour y répondre. Je pense que va influencer son état par rapport à ses apprentissages. Oui, je suis d'accord. Mais on va plus en parler. Donc, donc je pense que c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je trouve que ton expérience est super intéressante et impressionnante. Puis je pense que c'est super bien qu'en ce moment, dans l'école publique, on insère des petites pratiques qu'on faisait dans les écoles alternatives. Mais j'ai aussi aimé ça parler avec toi. Je trouve ça intéressant. J'aime ça, voir ton ouverture, puis j'aime ça, voir aussi ton expérience. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire la suppléance, j'ai un peu plus vu c'était quoi les écoles régulières. Puis au début, je savais pas vraiment c'était quoi les différences concrètes. Puis là, je trouve ça le fun d'avoir pu comparer les différences concrètes entre les deux. Donc, c'est super intéressant. On va l'admettre, là, la première fois qu'on s'en est parlé, il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés, puis on avait eu une discussion sur les différentes pédagogies. Je pense que les deux, on était beaucoup plus extrémistes dans nos manières de penser. Là, moi, j'étais vraiment ancrée dans la pédagogie dans laquelle j'avais grandi, et dans laquelle j'avais été éduquée, et tu l'étais aussi, puis on se parlait, et on n'était pas d'accord du tout. Puis je trouve ça beau. D'aujourd'hui, on s'en est pas reparlé depuis, donc on s'en est parlé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et là, on s'en reparle aujourd'hui, et c'est beau de voir l'évolution qu'on a eue. Vraiment. C'est vrai. Merci d'avoir souligné ça. Ça, c'est le bac. Oui, pour vrai, on a un regard plus global, on a un regard critique plus développé, puis c'est exactement ça. Je pense que c'est l'ouverture qui est importante, puis en tant qu'enseignant, il faut toujours être en mesure de faire de la formation continue, et faire de la formation continue, c'est être capable d'accepter que la manière que tu faisais n'était pas nécessairement la meilleure, et que la manière dont j'ai été éduquée n'était pas nécessairement la meilleure non plus. Exact. On va finir là-dessus. Oui. Merci beaucoup, et à la prochaine. À la prochaine.